Considéré comme un scandale géologique, la République démocratique du Congo demeure ce pays dont le sous-sol demeure donc gorgé de immenses minerais. Eh bien, c'est sur cette raison que la République démocratique du Congo ne cesse d'attirer la convoitise de grandes puissances à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Ecodis. Ecodis a le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Serge Kingunza. Il est l'administrateur délégué de la Fédération donc, de coopération minière en République démocratique du Congo. Ceci vous donne tout de même le puce à l'oreille pour comprendre que l'émission du jour sera essentiellement consacrée au secteur minier et congolais. Nous allons aborder cette question avec notre invité du jour à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Justement, au cours de mon introduction, j'ai bien élucidé la raison. La République démocratique du Congo, son sous-sol demeure donc gorgé de minerais et de richesses, considéré donc un pays potentiellement riche, mais hélas, un contraste perdure. Le pays, du point de vue économique, est classé parmi le cercle de pays le plus pauvre au monde. On parle de l'insécurité alimentaire qui touche plus de 25 millions de Congolais. Les différents paramètres socio-économiques de la République démocratique du Congo sont quasiment en rouge. Qu'est comprendre, mais c'est Serge Kingunza à titre d'introduction. Oui, merci beaucoup Philippe. Je crois que l'État congolais s'est organisé par la loi 007-2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, telle qu'est modifiée et complétée par la loi 18001 du 9 mars 2018, qui est venue. Et aujourd'hui encore, il y a un de nos collègues, professeur Sims Moulungulu, qui vient d'écrire quatre bouquins. C'est tout ça pour nous permettre de mettre en application cette loi-là, afin de nous organiser. Parce que nous sommes énormément riches, mais c'est un problème de mise en application et de, comme on dit, sur la loi de 2002, aujourd'hui modifiée en 2018. Justement, donc, je rappelle à nos téléspectateurs que le nouveau code minier a été promulgué en 2002. Le même code a été révisé donc, en 2018 par l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, le nouveau code minier est en vigueur. Les experts, M. Serge, avaient estimé qu'une fois que ce nouveau code minier entre en vigueur, le secteur minier va générer beaucoup d'argent dans le trésor public. On a comme l'impression que toutes ces prédictions n'ont pas été effectives. Mais je veux vous surprendre, M. Philippe, ça génère l'argent. Okay. Parce qu'avec le nouveau code minier, on a instauré la redevance minière. Et la redevance minière, aujourd'hui, tous les miniers payent quand même un pourcentage au niveau du trésor public pour appuyer l'État congolais et appuyer les institutions de l'État, par exemple des provinces et des entités décentralisées, oui, des ETD, ainsi que, on dit, le fonds futur. Le fonds futur nous appartient à nous, les artisanaux, donc, mais jusque-là, il y a encore ces problèmes que nous avons dit et on essaie toujours de parler de la destination de ces fonds. La destination de ces fonds, j'aimerais maintenant palper le vif même de notre débat. Je rappelle une fois de plus que vous êtes administrateur délégué de la Fédération des coopérations minières de la République démocratique du Congo. Votre structure donc, consiste à l'encadrement des coopératives et de leurs membres qui sont de Créser. Pourriez-vous nous parler en gros, grosso modo, de l'apport de Créser, du secteur de Créser? Voilà, nous d'abord, nous nous sommes organisés, c'est d'après la modification de la loi de 2018, où le ministre de Mines nous a demandé de nous fédérer. Alors, nous nous sommes organisés, nous avons créé cette fédération des coopératives minières de la République démocratique du Congo, et c'est déjà, nous sommes depuis plus de 2 ans, afin de répondre aux problèmes des Créser. En fait, de répondre aux problèmes de Créser parce qu'ils étaient trop lésés plutôt, et pour leur compte, de propre compte. Et par cette organisation-là, nous nous sommes mis, en tant qu'un groupement d'intérêt économique, d'approcher des partenaires et de répondre à plusieurs défis dont dépendent des artisanaux, qui sont pauvres aujourd'hui, quand vous vous rendez compte. Justement, vous dites que vous avez approché le partenaire. Je rappelle à nos téléspectateurs que la loi en vigueur vous donne cette possibilité d'avoir de partenaires financiers vous permettant de miter
en de petites mines. Pourriez-vous nous expliquer un peu Oui, cette voilà, disposition? c'est un peu ça. On a constaté qu'avec le code minier, on a créé des zones d'exploitation artisanale qu'on a données aux coopératives. Mais en réalité, on s'est rendu compte que ces coopératives-là n'accédaient pas à leurs mines. Alors, l'État congolais, par le ministre passé, Kabweloulou, nous a réunis dans des circonstances et il nous a demandé de nous organiser, de nous fédérer. Parce qu'on ne pouvait pas aider chacune des coopératives. Vous savez, il y a 670 coopératives en République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte, si on doit aider par coopérative, c'est comme ça que le ministre nous avait demandé de nous organiser, de nous fédérer. Et nous avons pris conscience de ça, nous avons créé la fédération. En fait, la fédération est là pour approcher les partenaires. Et parce que nous avons notre notification de travailler, d'avoir des activités dans le secteur de mines. Et nous avons aussi un contrat avec SAIMAP, qui est la structure technique de l'État, de l'encadrement des petites mines. Alors, dans l'ensemble de tous, nous, maintenant, on peut aller, nous approchons des partenaires pour expliquer la situation, même l'État congolais. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup appuyés aussi par le collège du conseiller du chef de l'État en matière de mines, qui étaient avec nous depuis le début. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Donc, nous avons approché plusieurs partenaires. Et il y a des contrats déjà qui sont signés, qui sont en train de signer, rien que pour appuyer notre secteur artisanal. Alors, justement, je rappelle que votre structure, elle est présente dans près de 20 provinces, si je m'abuse. Et d'une manière aussi singulière, vous travaillez comment avec les différentes autorités provinciales? Et puis, quels sont les défis aujourd'hui qui vous empêchent de bien mener votre mission? Bon, d'abord, nous avons comme structure, comme on dit par l'OADA, nous sommes un groupe d'intérêt économique. Nous avons un président du conseil d'administration, M. Senga Ferouzi. Et chaque fois que nous nommons nos directeurs provinciaux, nous notifions auprès du gouverneur qu'il doit les recevoir, les aider à s'installer. Parce que nous sommes notifiés, nous sommes reconnus par l'État congolais. Donc, nos relations avec des autorités, vous savez, ce n'est pas toujours facile. Et quand vous arrivez dans la province, dans le domaine artisanal, il y a le politique aussi qui est entré dedans. Donc, vous ne savez pas qui est le véritable artisan, tout ça. Donc, nous sommes habités à beaucoup de problèmes. Il y a des gouverneurs qui sont effectifs, qui nous reçoivent, qui nous répondent et qui encadrent nos directeurs provinciaux par leur ministre de mines provincial, ainsi que la division des mines, et SAIMAP aussi, comme nous avons déjà un contrat de collaboration. Donc nous sommes appuyés par rapport à ça. Mais parce que c'est un grand travail. Vous savez, même l'État lui-même, par exemple, dans des provinces, les gouverneurs sont butés dans des problèmes des artisanaux, et plutôt des créateurs. Bon, nous avons évalué au moins plus d'1,3 million créateurs qui sont reconnus. 1,3 million. Oui, qui sont reconnus dans la République. Mais il y en a plus d'1 million encore qui sont dans la clandestinité, donc dans l'informel. Donc on ne sait pas les identifier parce qu'ils sont dans des carrières d'autrui. Et ce sont des problèmes que le gouverneur des provinces se retrouvent dans leur gestion des provinces. Et nous sommes là pour les appuyer afin d'encadrer, de récupérer ces créateurs-là qui sont dans les noirs et enfin de les ramener dans la droiture. Donc ça signifie, nous avons besoin de mines, le gouverneur aussi peut nous aider aussi, il nous aide aussi à octroyer des mines à caractère avec des contrats d'ammondiation, afin de nous permettre de tirer un peu ces créateurs-là vers des centres, comme on dit, d'intérêt. Parce que vous allez vous rendre compte, les artisanaux, les créateurs vont souvent chercher des mines qui sont déjà faciles à exploiter, où il y a déjà des études, où il y a même des entreprises minières qui sont déjà installées, qui ont fait leurs études de faisabilité, tout ça, ils ont les permis d'exploitation. Et nos membres viennent un peu empiéter dans tout ça, c'est à cause de chercher le bien-être social. Alors, avant d'aborder la question qu'avait suscité beaucoup d'échos ici, aussi bien au niveau interne qu'international, la dénonciation d'Alain Foka, donc un confrère camerounais qui avait, d'une manière ou d'une autre, indexé les sociétés chinoises qui opéraient
en toute impunité, en toute clandestinité en République démocratique du Congo. Est-ce que cette question vous avez aussi concerné, de quelle manière et quelle démarche avez-vous entrepris face à cette... Nous avons tout suivi dans les réseaux sociaux. Et vous avez vu le temps que ça a pris et aujourd'hui on n'en parle plus. Et nous, étant que fédération, on a approché notre membre parce qu'il y avait une coopérative qui était concernée. La loi que nous venons de citer ici est claire, surtout dans sa modification. On nous demande d'avoir des partenaires financiers parce que nous n'avons pas les moyens pour exploiter nos mines. Au moment où nous avons un partenaire, il nous appuie, il travaille sous un contrat avec la coopérative. Ça, c'est autorisé. Et ça nous permet à nous de muter vers le petite mine. Voilà, c'est l'objectif même de la modification du 9 mars 2018 du code minier. Tout ça, c'était pour permettre aux artisanaux qui sont pauvres, même nous-mêmes des coopératives, nous n'arrivons pas à accéder à nos mines. Alors, si nous avons des partenaires capables de nous aider, l'État a donné la procédure. Donc, ça suffit que nous commençons par les études de faisabilité. Entre-temps, on fait avec les artisanaux et ainsi de suite. Bon, ils peuvent avoir des bavures, peut-être ils ont exagéré un peu, mais ça fait trop de bruit sans qu'on nous dise après que non, voilà, c'était dans l'ordre ou c'était pas dans l'ordre. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Quelles sont les sanctions qui ont été mises sur ce soi-disant Chinois? Parce que les Chinois ne sont pas tombés du ciel et jusqu'à faire entrer les engins, jusqu'à s'approcher, jusqu'à exploiter. Donc, ça suffit qu'il y ait quand même... oui, il y avait une procédure. Non. Chez nous, avec les artisanaux, on n'a pas besoin de permis d'exploiter parce que nous avons déjà un ZEA. Un ZEA, c'est une zone... Déjà, on vous donne déjà la donc, si je vous comprends bien, le vrai concerné n'ont pas été indexés, cités dans cette affaire. Mais non, je n'ai pas dit ça. D'une manière ou d'une autre. Ça concernait une coopérative. Donc, il y a eu un contrat entre les Chinois et la coopérative. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je venais de Lualaba. Je vis vers Tekefungurube. Lorsque vous avancez vers Kolwezi, au fin fond, dans des endroits un peu perdus de la République, je vis la présence chinoise, j'étais surpris. Vu que vous êtes l'administration déléguée d'une fédération de la coopérative minière, je vis ce sont des Chinois qui achètent, ce sont de principaux acheteurs des exploitations des creuseurs. Comment vous fixez le prix? Parce que le rare creuseur que nous avons approché, on leur avait posé des questions, ils nous ont dit que c'est sur base de quoi que les Chinois fondent leur prix. Et ils nous ont dit que ce sont eux qui imposent le prix. C'est aussi une question majeure qui vous concerne en tant que fédération. Oui, c'est pourquoi nous avons créé la fédération. Nous avons constaté tout ça. C'est parmi nos objectifs. Arriver à avoir des moyens pour exploiter nous-mêmes nos mines et pour les vendre dans nos conditions, dans nos labos et dans nos balances. Qu'est-ce qui se passe au fait? Moi, je le dis toujours, un pays qui veut aller loin, doit se préparer, doit prendre des mesures cohérentes pour aider sa population à avancer. Nous, c'est un constat que vous avez fait. Donc, vous n'êtes pas la seule personne à voir ça. Donc, même les autorités passent par là. Mais nous ne pouvons faire rien parce que les Chinois amènent les moyens. Il résout le problème que le creuseur veut. Le creuseur, dès qu'il a produit, il a besoin de son cash pour rentrer encore ou bien pour résoudre ses problèmes. Donc, les Chinois apportent cette solution-là. Jusqu'à là, on n'a pas l'alternative. Dès que nous avons l'alternative avec des moyens, même si l'État, je rentre encore vers l'État, si l'État mettait même le fonds futur à notre disposition, donc on aura des moyens, on aura aussi, même en qualité de capacité financière auprès de nos banques. Ça signifie, il dit, bon, écoute, la fédération, on met tel montant bloqué à telle banque et vous allez, par un programme, comment le consommer, et l'État aussi nous contrôle. Donc, il y a des moyens, il y a des structures, il y a même... une structure que l'État congolais, par même la loi qui a créée pour la géologie. Donc, ça signifie un service de l'État qui doit faire les études pour toutes nos mines. Mais ils n'ont pas les moyens, ils ne fonctionnent pas. Donc tout ça, le fonds futur. Alors, il faut le fonds futur. Monsieur Serge Kingouza, je rappelle si vous venez à peine de nous joindre, donc au cours de cette émission, votre magazine Eco10 a reçu sur ce plateau Monsieur Serge Kingouza. Il est administrateur délégué de la Fédération de coopératives minières en République démocratique du Congo. Avec lui, nous sommes en train de faire le point sur la question, la problématique relative au secteur minier en République démocratique du Congo, plus particulièrement le secteur des artisans, donc le creuseurs artisanaux. Monsieur Serge Kingouza, j'aimerais vous poser une question. La loi, le nouveau code minier donne aux nationaux, les Congolais,
l'exclusivité de l'exploitation en termes de la sous-traitance. C'est aussi une manière que l'État a voulu, à travers cette loi, créer des nouveaux millionnaires congolais. Où en sommes-nous? Comment vous y prendre par rapport à cette disposition? Ça c'est encore un problème. Vous nous donnez l'exclusivité d'avoir la sous-traitance dans les entreprises minières. Mais arriver à répondre à ces marchés, nous sommes incapables de le faire. Les Congolais n'ont pas les moyens. Vous imaginez, on vous dit, vous devez livrer... Vous allez continuer. Je rappelle que le secteur minier, c'est un secteur des gros capitaux. Des gros capitaux, voilà. Vous demandez, par exemple, dans une entreprise minière, que je livre le bus. Mais je n'ai pas l'argent pour acheter le bus. Or, un contrat, déjà, c'est une garantie. Quand je vais dans nos banques sont incapables de traiter ces dossiers. Ils vous disent, non, il faut donner des garanties. Il faut donner un titre immobilier. Les conditions de solvabilité. Voilà, les conditions de solvabilité. C'est toujours le problème, on tourne en rond. Mais c'est l'État qui a créé la loi. Il doit aussi instruire à nos banques. Il faut accompagner la loi. Quand quelqu'un a déjà un contrat de sous-traitants, c'est déjà un paiement. Les entreprises minières payent très bien, ils n'ont pas de problème, ils ont les moyens. Mais dès que moi je vais à la banque, je prends un crédit de bus, je livre là-bas. Dès qu'ils ont des bus, ils commencent déjà à me payer déjà le premier mois ou 3 mois. Donc je commence déjà à rembourser mon crédit. Mais ici, aujourd'hui, nos banques sont toujours unanimes sur ça. Vous allez partout, ils vous disent que non, voilà, il faut des garanties. Or, tous les Congolais qui ont des ambitions, même les gens qui sont dans les transports, ou les gens qui sont dans... Nous, par exemple, de livrer le minerai, nous sommes incapables de répondre à ça. Donc, nous sommes obligés encore d'aller sous-traiter encore le même grand qui sont derrière, qui se cache derrière nous. C'est la même réalité qui revient. Pour satisfaire plutôt les contrats. Parce qu'il y a des Congolais qui ont eu des contrats, beaucoup de contrats. Aujourd'hui, mais beaucoup n'arrivent pas à livrer, même pour les camions. Je ne vous interromps pas, il y a certaines langues qui dénoncent déjà des pratiques qui s'observent dans ce secteur-là en ce qui concerne cette loi. Maintenant, les expatriés sous-traitent maintenant les nationaux. Ils viennent, ils prennent un Congolais qu'on va mettre devant. Mais en réalité, ce n'est pas les Congolais qui est le responsable de cette entreprise, de la sous-traitance. Mais monsieur Philippe, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un contrat avec moi, je n'ai pas de moyens pour répondre. J'ai fait un partenariat. Un partenariat n'est contractuel. La loi ne refuse pas de signer des partenaires, mais les contrats, c'est mon contrat. Mais pour un partenaire financier peut toujours appuyer une entreprise. C'est le commerce. Hein? Et surtout quand nous allons dans le commerce international, donc ces entreprises-là qui ont des moyens, ils viennent vers moi et on exploite mon contrat. Mais c'est mon contrat en République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas qu'on trouve que non, il y a une simulation. Mais nous n'avons pas de moyens. Il ne faut pas accélérer. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes pauvres, quand vous avez, surtout les artisanaux, parce que ça dépend de la population. La classe moyenne là, que le chef de l'État avait créée, la volonté y est. Mais il y a beaucoup de choses, comme on dit, comme on parle pesanteur, qui jouent encore à des faveurs de la politique du chef de l'État. Alors, un autre aspect, toujours dans ce secteur des artisans miniers, il y a aussi la question liée aux mineurs ou aux adolescents dans le gisement minier. Vous avez une disposition légale qui interdit cela. Et comment est-ce qu'à votre niveau, donc je parle de votre coopérative, est-ce que vous avez fait de cette question aussi votre cheval de bataille? C'est d'ailleurs parmi les premiers, comme on dit, objectifs. Hein? Entre autres, c'est faire les 0 enfants dans les mines. C'est la loi qui nous exige même le contrat avec l'État congolais. Il nous dit, nous devons respecter ça et nous devons faire tout pour que nous éliminions ces problèmes-là. Mais mon frère, il y a un problème sérieux. Vous imaginez quand vous allez dans les concessions, vous avez visité, papa, maman est dans une mine, dans une mine. Et les enfants maintenant les accompagnent. Parce que l'enfant, l'école est très loin des mines. Les parents vivent à côté des mines. Vous avez vu, il y a même des constructions, des villages tout autour des mines. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de centres de santé, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de centres de formation. Maintenant, ces enfants-là doivent aller à beaucoup de kilomètres pour aller étudier. Même le chef d'État lui-même, il a fait ce constat-là quand il est parti à Colosie, quand il visitait une entreprise minière. Il leur a dit que non, en route, je n'ai rien vu. Vous imaginez, lui-même, le chef d'État a constaté qu'il n'a rien vu. Maintenant, nous sommes des artisanaux, nous vivons ça au jour, ce sont nos familles, ce sont nos enfants. Mais pour arriver à ça, nous devons mettre des programmes en place. Et nous avons besoin de l'appui de beaucoup des institutions et de la République et des institutions internationales pour nous appuyer. Parce qu'il n'y a pas seulement les 0 enfants dans les mines, il y a aussi les écoles tout autour des mines qu'on doit faire. Il y a aussi les centres de santé qu'il faut faire tout autour des mines. Et les centres de formation. Et même l'agriculture pour essayer un peu de diriger les femmes. Parce qu'on nous dit aussi les femmes enceintes ne peuvent pas être dans les mines.
Mais la femme normale, avec aujourd'hui, comment on appelle, avec aujourd'hui que la femme aussi peut faire tout ce que l'homme fait. L'égalité, tout ça, la parité. Tout ça, la parité, voilà, merci. Aujourd'hui, la femme, on ne peut pas le faire sortir aussi dans les mines. Mais pour les aider à les sortir, il faut d'autres programmes qui vont intéresser la femme. Il va trouver que c'est facile. Il a les champs. Demain, après la culture, il gagne l'argent. Il trouve que non, à part les mines, nous pouvons gagner l'argent. Et il y a aussi ces problèmes d'après-mine. Nous nous préparons après-mine. On nous laisse des trous. Et comment nous allons vivre avec ces trous-là? On ne va pas faire l'agriculture. On n'aura pas faire d'autres, l'élevage. Donc nous nous préparons déjà à avoir une de nos parties de nos mines, qui est aujourd'hui les EA, déjà les transformer à l'agriculture ou les élevages, afin d'envoyer aussi nos membres vers là-bas. Il y a aussi les enfants qui sont déjà plus âgés. Les enfants qui ont vécu dans les mines, ils ont déjà 14 à 15 ans, 16 ans. On ne saura plus les envoyer à l'école. Il faut le centre de formation. Donc il faut encore traiter avec les institutions comme l'INPP, collaborer, signer des contrats, comme ils sont aussi partout, afin de ramener ces enfants, ces jeunes-là vers la formation professionnelle. Parce que vous allez vous rendre compte dans des provinces comme le Lualaba, il n'y a pas de cordonniers, il n'y a pas même les enfants sur. Il n'y en a pas. Un enfant qui va aller aux mines, il ramasse quelques kilos, il a déjà $100, il va cirer quand? Il n'y a pas de maçons. Demain, on va tout ramener de Kinshasa ou ailleurs. Et ça va encore poser le problème que nous avons eu dans les années passées pour la GECAMINE. Donc c'est le moment où il faut anticiper. C'est le moment où il faut anticiper. Il faut que l'État aussi s'y mette. Parce que sans l'État, c'est les grands patrons, c'est l'État. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous allez sillonner des kilomètres. Vous verrez aucun champ de maïs. En commençant, je peux parler même des Kasumbalé à Lubumbashi, des Lubumbashi à Likasi, des Likasi à Kolwezi. Eh bien, c'est presque près des 400 kilomètres. 400 km de Kasumbalé à Likasi, mais vous remarquerez qu'il n'y a aucun champ tout au long de chemin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette question nous préoccupe tant, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes donnés, s'il faut le dire ainsi, le devoir de nous apaisantir là-dedans, dans les soucis simplement de vous éclairer, de changer autour de la question. Monsieur Serge Kingouza, nous avançons lentement sûrement vers la fin de cette émission. L'ITA, le tout dernier rapport de l'ITA indexe les sociétés chinoises, comme quoi ils sont là dans la prédation et d'autres pratiques illicites. Les organisateurs chinois ont rétorqué pour décliner, s'il faut le dire ainsi, cette accusation. Ils estiment que les sociétés chinoises opérant en RDC, ils opèrent en toute légalité, et bien, ils sont régis, s'il faut le dire ainsi, par la loi. Vous pourriez vous mettre un point de vue, s'il faut le dire ainsi, personnel, hein, par rapport au tout dernier, au récent rapport de l'ITA. Moi, je dirais que c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, c'est la politique internationale. Le Congo, c'est un pays où tout le monde veut avoir des intérêts ici. Alors, la Chine a assez avancé avec nous. Justement. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où on n'avait personne. Si aujourd'hui vous avez vu les développements de Lualaba, de Lubumbashi, donc au Katanga, et tant d'autres provinces, c'est aussi l'apport des moyens chinois. Donc ils ne peuvent pas entrer au Congo sans rien. Ils ont commencé par un contrat avec le gouvernement congolais, que nous tous nous avons connu, les 5 chantiers. Ils ont évolué, des mines, ils ont amené l'argent. Les gens ne sont pas au courant. Les Chinois ont mis dans notre pays 6 milliards de dollars. Nous avons consommé que 3 milliards et les 3 milliards restants sont encore là. Donc, c'est déjà un apport par rapport aux Chinois. Bon, si les autres attaquent, c'est l'État congolais aussi de faire appliquer la loi. Hein. C'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Alors, je rappelle aussi que le gouvernement congolais procède présentement à la révision du contrat chino-congolais signé sous l'ère Kabila. Aujourd'hui, l'actuel régime estime qu'il était temps de revoir certaines dispositions de ces contrats. Alors, la dernière phase ou séquence de cette émission sera essentiellement consacrée sur la fédération des coopératives minières dont vous êtes donc l'administrateur délégué. Vous avez organisé pas mal d'activités au Grand Hôtel où j'avais pris part. Vous étiez à Lubumbashi et bien d'autres à travers le pays. Quelles sont les perspectives et bien, quels sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme? Bon, je répondrai d'abord à votre question de le contrat chinois révisité. Je crois que le constat est là. Donc, le contrat n'a pas trop bénéficié au peuple congolais. Donc, le petit peuple, moi je parle bien au petit peuple. Bon, si le gouvernement actuel sent que ça va aller dans l'intérêt de la population, ben, nous, étant que des artisanaux, nous attendons ça.
Donc nous croyons que l'argent va nous arriver aussi pour nous permettre de réaliser nos programmes. Donc c'est toujours vous savez, le droit est clair, hein, le droit est clair, donc un contrat peut toujours avoir des avenants. Donc si les partis sentent qu'il y a une modification de beaucoup des pesanteurs, donc on peut aller en avant pour que les choses aillent, les relations soient quand même gagnant-gagnant entre les deux partis. Mais concernant la fédération, comme vous avez dit, nous, on s'est dit que nous ne pouvons pas rester mains croisées. Nous sommes là, nous avons quand même beaucoup de membres qui attendent beaucoup de nous. C'est comme ça que nous participons à plusieurs manifestations et nous organisons aussi. Et on était avec Crédassure. Crédassure, c'est une entité d'assurance et d'accompagnement et des risques. Donc nous avons un partenariat déjà avec eux. Ils sont là avec nous pour nous appuyer au cas où nous sommes dans les études, pour encadrer nos coopératives. Nous l'avons fait avec un corps de Bumbashi, mais à Kolwezi, nous avons organisé nous-mêmes avec tous nos membres coopératifs dans le domaine de cuivre et cobalt, parce qu'il fallait un peu éclairer. 80% de la population sont indirectement et directement liés par les mines, mais les artisanaux sont toujours pauvres. Alors, Crédassure vient pour nous accompagner. Et à Crédassure, nous avons aussi eu un partenaire au départ qui nous a aidés à nous constituer. Au Clétou, c'est des Angolais, Portugais, Brésiliens qui nous ont permis d'avoir des documents juridiques. Vous savez, toute chose, il faut des moyens. Aujourd'hui, nous avons aussi des assureurs qui nous approchent et nous sommes en discussion avec eux. Il y a eu aussi un contrat avec un groupe allemand, dans le cadre de l'Union européenne, qui est aussi intéressé dans les filières or cobalt. Et là, on vient de finir notre première phase des études avec comme tampon la province du Maniema. Donc nous avons déjà reçu les rapports de ça. Nous allons encore évoluer pour la deuxième phase parce qu'il faut aller dans les concrets. Et nous avons des partenaires qui sont arrivés, qui veulent nous amener des équipements. Ils ont dit quel est le moyen, les artisanaux, nous avons nos carrés miniers, mais il faut maintenant avoir des engins pour travailler. Donc il y a aussi pour la découverture afin de nous permettre d'atteindre le filon. Donc nous avons évolué, nous continuons parce qu'il faut encore des efforts, mais nous avons toujours besoin de l'appui de l'État congolais parce que nous sommes une institution liée par l'État congolais et nous ne pouvons pas marcher sans l'appui de l'État congolais. Et vous savez, les garanties de l'État sont toujours prises en compte. Tous les investisseurs qui arrivent ici, ils cherchent toujours à vous demander, donnez-nous la garantie étatique. Mais c'est toujours, aussi longtemps l'État ne peut pas donner ça. Mais nous avons besoin quand même de l'appui des structures de l'État. Aujourd'hui, nous parlons aussi avec la réserve stratégique de l'État, de la présidence. Aussi, les aider aussi parce que c'est des réserves. Nous aussi, on détient des réserves. Donc, nous sommes aussi concernés. Il y a aussi le CEC. Et nous sommes aussi en train de faire des discussions à cause de la traçabilité. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une chose que, pour qu'on dise on est pauvre, nous vendons nos minéraux vers les unités de transformation. Je prends l'exemple du Katanga. Ces transformateurs vont les transformer et l'exporter. Et après, il y a d'autres sous-minéraux qui sortent. Parce que nous, on déclare seulement le cuivre ou cobalt. Mais il y a les sous-minéraux qui sortent. Normalement, on doit nous repayer encore. Et cette traçabilité, on doit connaître, non, c'est tel créateur qui a vendu ou telle coopérative remonte vers l'usine. L'usine, quand il a les retombées, il s'arrive vers eux, ou bien la fédération, pour essayer un peu de canaliser ce moyen-là. Donc, il y a tout ça que nous sommes en train de travailler. C'est un grand travail. Nous prenons tout notre temps aussi pour ça. Et nous avons aussi l'appui d'autres membres qui nous aident à ça. Et il y a aussi côté SAIMAP, côté aussi, j'ai dit, le collège de la présidence des mines, qui est là aussi, surtout le conseiller principal avec d'autres conseillers. Et nous sommes en train de travailler. Et dès que les partenaires arrivent aussi à leur niveau, et ils les dirigent vers nous pour échanger et évoluer. Ce fut un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau, M. Serge Kingouza. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'administrateur délégué de la Fédération de coopératives minières en République démocratique du Congo.